Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 18 février 2013. Je poursuis encore aujourd'hui, en espérant cette fois-ci qu'elle ne soit pas trop longue, une vidéo qui traite encore de la bibliophilie et j'offre cette lecture à cet ami, Edmond. Et vous aurez remarqué que depuis quelque temps, j'ai arboré à nouveau mon carré rouge. C'est que pour moi, il y a un lien très étroit entre la défense des livres anciens et la gratuité scolaire, qu'il y a un lien très étroit entre les étudiants en sciences humaines qui étudient la philo, qui étudient la littérature, la poésie, l'art, et qui se font traiter sans amitié, qui se font traiter de manière brutale par certains chroniqueurs, par certains journalistes. Je pense ici à Jacques Sanson, du Journal de Montréal. Je vous invite à aller lire d'ailleurs sur ma page Facebook ce qu'il a écrit, Jacques Sanson. C'est ignoble. Franchement, disons-le franchement. Et c'est entre autres l'une des raisons de ce printemps québécois. 30 ans de lourd mépris de ces jeunes personnes en quête de sens, en quête d'idéaux et qui sont sans cesse rabattus par des individus comme Jacques Sanson. C'est pour ça que je dis que cette crise-là étudiante est un symptôme d'une crise beaucoup plus grave, une crise de sens. Et d'arborer le carré rouge témoigne de notre implication et de notre désir de changement dans cette société. Et ne vous trouvez-vous pas cela étonnant également que lorsque l'on parle de la fameuse nature humaine, il y est toujours question de quelque chose de très sombre. Cette fameuse nature humaine sur laquelle s'appuient les penseurs néolibéraux pour justifier leurs exactions sur leurs semblables. Aussi, avant d'aller plus loin, hier, je me suis trompé. Ce n'est pas la vouivre qu'a écrit Lise Bissonnette, mais plutôt la vouivre, ça c'est Marcel Aimé. Mais c'est plutôt la flouve que je vous montre ici à l'écran. Le parfum de Balzac. Alors, c'est l'histoire de la restauration de sa maison. Une vieille maison. Maison qu'elle a restaurée pour abriter ses livres et ses tableaux. Lise Bissonnette étant une grande connaisseuse d'art également. Et puis là, voyons, il y a un passage ici. Lise Bissonnette m'a raconté un voyage en France et m'a décrit une bibliothèque qui s'étendait sur plusieurs étages d'une belle propriété. Cette image était forte, je n'ai pu l'oublier. Elle et Godefroy son compagnon, me parlaient tous deux avec amour des livres, de certaines de leurs œuvres. Ma visite de l'ancienne maison m'avait permis de sentir le lien affectif, la beauté des arbres, l'histoire sous-jacente. Dans le bureau de madame, les œuvres sont présentes. Quelques grands formats témoignent de son attachement à la culture d'ici. J'ai été étonné de la chaleur, je dirais même de la douceur qui enveloppait leur dire lorsqu'ils parlaient de la petite maison et du projet à naître. Oui, la maison, le grenier, la maison, ce lieu de toutes les rêveries dont a si bien parlé Gaston Bachelard, le poète et philosophe Gaston Bachelard. Et Gaston Bachelard, je vais vous faire ici cet aveu, a été pour moi peut-être mon plus grand maître en poésie. Un homme d'âge mûr, un vieillard qui s'est autorisé à continuer à lire de la poésie. On pourra juger que l'amour de la poésie est un signe d'immaturité. Quant à moi, c'est le contraire. Un jeune homme, une jeune femme épris de poésie est un être épris d'absolu et épris d'amour. Mais il vient un moment dans la vie où il faut continuer à être épris d'amour et à être épris d'absolu, malgré les vicissitudes et les déceptions nombreuses de cette existence. Et pour moi, c'est un signe d'ultra maturité, de très grande maturité intellectuelle, que de continuer à lire de la poésie. Et de s'en détourner est une démission
qui n'honore pas ceux qui la vivent. Et, ouais, je ne vais pas vous en faire une de 32 minutes aujourd'hui. J'avais écrit quelque chose. Qu'est-ce que j'avais écrit d'autre aussi? Bon, j'ai corrigé, j'ai corrigé l'erreur. Et je vais vous offrir, en conclusion de cette vidéo, je vais revenir sur le lien entre le carré rouge et la défense des livres anciens. Je vais revenir, d'ici quelques jours, je vais écrire un texte sur le sujet. Alors, une des choses qui m'a énormément interpellé au cours de ce très beau printemps québécois, c'est de voir tous ces jeunes arborer des pancartes où on pouvait y trouver des citations de George Orwell, de Noam Chomsky, ou de Jean-Paul Sartre, ce jeune homme avec qui j'ai fait quelques manifestations, et qui, lui, se promenait avec son étendard romain, avec une citation de Sartre détournée. L'enfer, c'est la hausse, avec un portrait de Jean-Paul Sartre. Pour moi, c'était plutôt merveilleux qu'un tout jeune homme se réclame de la pensée de Jean-Paul Sartre. En tout cas, qu'il n'hésite pas à se promener dans les rues avec le portrait de ce philosophe, de tous ces gens en quête de sens. C'est pour ça que le débat sur les frais de scolarité, au fond, c'est le point aveugle de ce débat. C'est une crise de sens que nous vivons. Et notre société hédoniste ne peut répondre à cette quête de sens et cette neutralité axiologique du droit et des valeurs ne peut également y répondre. Alors là, ce que je vous lis aujourd'hui, c'est tiré de La quête de l'objet pour une psychologie du chercheur de trésors de Hubert van Giessegem. Je suis sûr que je le prononce mal. Mais Monsieur Van Giessegem est un expert psycholégal reconnu internationalement. On peut l'entendre régulièrement dans nos médias, la radio, la télévision, se prononcer sur l'un ou l'autre des cas célèbres qui se retrouvent en cours, comme celui tristement célèbre de ce docteur Guy Turcotte qui a dépecé ses enfants. Et il est assez symptomatique, selon moi, et révélateur de cette impunité invraisemblable dont jouissent nos élites. On ne peut pas, tout simplement, dans notre inconscient collectif, imaginer qu'un médecin ait pu commettre de telles horreurs. Résultat, on l'acquitte pour cause d'aliénation mentale. Je ne me prononcerai pas quant à moi là-dessus. Je pense qu'un type qui commet des horreurs pareilles, c'est évident qu'il ne tourne pas rond. Mais ça n'en dit long également sur notre système de justice, qui ne fait que punir des petites gens sans arrêt. Alors, vous voyez, moi, peut-être vous allez me trouver un peu grave d'établir des liens pareils, mais pour moi, tous ces ingénieurs-là, tous ces fonctionnaires municipaux corrompus, et l'acquittement de Guy Turcotte, eh bien, pour moi, il y a un lien. Il y a un lien très, très fort, c'est la dérive des élites, la dérive profonde des élites, qui se comportent en véritables psychopathes. Je serais curieux de savoir quelles seront les peines de Michel Lalonde, l'ingénieur qui est à l'origine de toute cette collusion-là dans le domaine de la construction. On se rappellera le scandale de Gomery. Il n'y a aucun politicien qui a été menotté. Aucun. Et pourtant, c'est eux qui avaient donné les ordres. C'est invraisemblable. Alors, je conclue là-dessus. Et ce texte-là, La quête de l'objet, attendez, j'ai oublié de vous le montrer, je vous le montre ici à l'instant, est pour moi un texte, je le dis simplement, un texte débile. Vraiment débile. Et un exemple de ce qu'on entend sans arrêt sur la bibliophilie. Tout le monde s'en défend. Tout le monde se défend d'être un bibliophile. J'entends par là dans le monde du livre. Les autres, ils s'en foutent. Et toujours, ils s'en défendent, je pense à ces profs d'université que je côtoie très régulièrement dans ma petite boutique. Ils se défendent, ils s'en défendent avec une telle rage. Il serait peut-être temps de réfléchir à la psychologie de ces anti-bibliophiles. Qu'est-ce qu'il y a derrière? On l'a assez fait, là, avec les bibliophiles. Il faudrait voir maintenant
Que se cache-t-il derrière la psychologie des anti-bibliophiles? Alors, je vous lis ça, un morceau d'anthologie, selon moi. Le collectionneur, comme l'avare, présente lui aussi un arsenal impressionnant d'attitudes typiquement érotiques, anales. Pour lui aussi, les objets ramassés figurent comme des symboles fécaux. Antiquité, vieil argent, pièces de monnaie, timbres, lettres, livres, objets d'art. Ils portent d'autant plus la caractéristique anale qu'ils sont défraîchis, souillés par le temps, et par la main humaine. Oh mon Dieu, quelle horreur! Pour lui, aussi les lieux de la cachette, de l'exposition, de la recherche, ont un caractère cloacal, librairie, ruines, greniers, maisons abandonnées, cimetières, dépotoirs, poubelles, sites de fouilles, magasins d'antiquités. Paraît qu'il n'a pas lu Bachelard, hein, ce que dit Bachelard sur le grenier. Ça paraît qu'il n'a pas lu Bachelard, ce que Bachelard dit sur la maison comme lieu où l'être s'épanouit. Autant d'endroits qui symbolisent le cloaque, les latrines de la civilisation. C'est pas possible. Lui aussi cache et expose en même temps ses objets précieux. Il les regarde, les touche, les sent, les ordonne, les tripote. Il les range à les voir ensemble et séparément. Prenons l'exemple du collectionneur de vieux livres. Il ne conserve pas ses livres dans des cartons. Il les exposera plutôt de manière à les englober d'un seul coup d'œil, en même temps qu'ils demeurent tout à fait accessibles. La signification anale du vieux livre collectionné est d'ailleurs obvie. Le collectionneur se montre particulièrement attiré par la reliure en vieux cuir, cette matière organique par excellence, à couleur brune, par surcroît. C'est confondant de stupidité. Si l'on en croit les adeptes, l'odeur du vieux livre a quelque chose d'agréable, voire d'excitant. Le cuir, le papier plus ou moins attaqué par la moisissure, la vieille encre lui octroie une valeur olfactive singulière. Le collectionneur accumule ses livres. Il reproduit le livre infiniment. J'ai pu observer. C'est en partie de l'auto-observation. C'est intéressant, on imagine l'auteur là, en train de s'auto-analyser, parcourant les rayons de ses livres aux odeurs si caractéristiques. J'ai pu observer donc que le vieux livre, la plupart du temps, n'est pas lu. Il est caressé, tripoté. Hein? 2 fois le terme tripoté revient ici. Je pense que les livres ne peuvent pas porter plainte. Hein? Il serait sans doute accusé, ce monsieur, de attentat à la pudeur. Reniflé. Son propriétaire ne manquera pas de le feuilleter dans l'espoir d'y trouver un trésor plus subtil, plus caché, une inscription, la trace séculaire d'une main humaine. Encore la main. Il fouine dans les marges et sous la reliure. Ça veut dire quoi, là? Il les éviscère. À la recherche de quelques vestiges, un cryptogramme, un manuscrit antérieur, quelque chose de plus ancien, quelque chose de plus originel en somme. Cherche-t-il à en savoir plus long sur ses propres origines? Quoi qu'il en soit, dans les contes de notre enfance, c'est précisément de cette façon que les cartes d'îles au trésor sont découvertes. Une ambiance clandestine, secrète, si caractéristique de l'analité entoure la collection. On raconte sa trouvaille un peu mystérieuse avec un petit sourire complice. Il y a là un parfum de harem dont tout le charme est celui de la série, dans l'intimité et de l'intimité de la série, dans la série, écrit Baudrillard.
bien que celui-ci se réfère à la conjoncture inhérente à la collection. Il évoque davantage, à mon avis, la conjoncture érotique anale. Gomila parlera même d'une pervertisation de l'objet quand l'individu décide de le collectionner. Son interprétation du phénomène le situe dans l'ordre de la régression anale, bien que jamais il n'utilisera ce terme. Certaines de ces observations ne sont pas moins évocatrices. L'objet du collectionneur est unique, irremplaçable, préservé alors qu'il a dû entrer dans un inexorable cycle métabolique de la matière vers le cimetière des objets, grenier, cave. Il est toutefois indéniable que cette fétichisation sert un but spécifique, comme à colmater le trou laissé par un échec. Baudrillard remarque à cet égard que les périodes de la vie où l'individu se montre le plus enclin aux collections correspondent précisément à celles où la sexualité génitale est en veilleuse. Paraît qu'ils ne me connaissent pas. La période de latence et l'après-quarantaine. C'est franchement pitoyable. Relevant d'une génitalité, j'avais lu génialité, mise en échec, la collection met en relief le triomphe de la relation anale. Elle constitue l'apothéose de la possession, mais bien plus que cela, elle révèle aussi l'échec du rêve de la possession totale. La collection renferme l'aveu qu'on ne saurait garder pour toujours et met en place un dispositif de survie in extremis. Le vœu d'immortalité inhérent à la recherche du collectionneur se situe bien dans la dialectique anale. Au cas où vous n'auriez pas compris, là. Dans le désir de laisser quelque chose derrière soi. Une trace, hein? Pour mieux survivre, on reconnaît bien la récupération anale de la perte. Il est vrai que la création d'un double de soi émerge d'une objectivation, donc d'une séparation, mais elle n'en signifie pas moins la survie d'autant que ce processus place le collectionneur dans le cycle anal indéfini de la séparation-résurrection. Par sa collection, le collectionneur tente désespérément de vaincre la mort, de colmater une fois pour toutes son narcissisme ébréché par l'expérience effective de la perte et par la menace de la mort. Écoutez. Ben voilà. Voilà qui résume sans doute le point de vue de beaucoup de gens. Mais c'est absolument grotesque. Alors tenez, je vous remonte le livre à l'écran si vous avez envie de vous conforter dans vos préjugés et de vous rassurer que vous n'êtes pas une personnalité anale. Eh bien, je vous le recommande. Et quant à moi, qui possède très peu de livres de couleur brune, mais mes livres sont plutôt colorés, car j'apprécie beaucoup la bibliophilie contemporaine, qui est plus chatoyante, qui est plus vive. Eh bien, il faudra me trouver une autre définition. Alors, c'est tout. Encore une autre longue vidéo. Il y a tant à dire sur le sujet de la bibliophilie. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Mes vidéos vous plaisent. Abonnez-vous à ma chaîne, ma page Facebook. Allez la visiter, devenir un ami. Si le cœur vous en dit, vous pouvez me téléphoner à ma librairie 514-736-0999. Et vous pouvez également me rendre visite à cette librairie d'occasion et d'ancien, le Livre Voyageur dans le quartier Côte-des-Neiges à Montréal. Merci, bonne journée à tous.